l'arrivée au pouvoir de la rupture de son Excellence Patrice Talon, il y a de cela quelques années, plusieurs réformes ont été entreprises dans l'administration du secteur agricole. Pour rappel, certaines structures ont été liquidées et d'autres sont créées. Alors, dans le document du programme d'action du gouvernement PAG, des filières agricoles ont été priorisées, notamment le soja, qui bat aujourd'hui un record incroyable, si on peut le dire ainsi. Alors, pour mieux comprendre ces réformes qui ont été entreprises dans le secteur agricole, et particulièrement celles touchant la filière soja, je reçois pour vous quelques responsables et acteurs de la filière. Je suis avec Nafiou Tidjani, coordonnateur OPCIV ProSiva de la GIZ. Et également avec Fortuné Amoussoubiaou, Steve Diamant, président de l'Union nationale des coopératives des producteurs de soja du Bénin. Et pour finir, je suis aussi avec Gongo Chamé Sylvestre. Il est le chef cellule communale Savalo. Quel est l'état des lieux qu'on peut faire en ce qui concerne les réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur agricole? Bonjour madame, merci de votre question et pour l'accueil sur votre plateau. Je crois que vous l'avez déjà dit à l'entame, il y a plusieurs réformes qui ont déjà été opérées depuis l'avènement de la rupture en 2016. Cela a commencé d'ailleurs par la liquidation de certaines structures étatiques, notamment les anciens cadres, la SONAPRA, l'ONS et autres. Et après cette liquidation, nous avons assisté à la subdivision du pays en 7 pôles de développement agricole en fonction des critères bien définis que sont les conditions édaphiques, les conditions agroclimatiques et puis la présence d'un certain nombre de filières au niveau de notre territoire. Et donc, ces 7 pôles du développement agricole, à la suite de la subdivision, a été créé les agences territoriales de développement agricole pour coordonner ces pôles de développement agricole, c'est-à-dire pour assurer l'administration au niveau de ces pôles de développement agricole. Et donc, nous avons au total aujourd'hui 7 agences, chaque pôle de développement agricole avec son agence et des spécificités. C'est ainsi donc certaines filières phares ont été choisies comme filières prioritaires au niveau de ces pôles de développement agricole. Et parmi ces filières, nous pouvons citer l'ananas, l'anacarde, qu'on considère aujourd'hui comme des filières à haute valeur ajoutée, on les appelle les filières HVA. Et nous avons également des filières conventionnelles que sont le manioc, le soja. Le soja en temps n'était pas considéré comme une filière prioritaire. Au départ, c'était une filière émergente. Mais après un an de la mise en œuvre de la réforme, on a constaté quand même avec l'augmentation croissante de la production que c'est une filière qui peut devenir une filière prioritaire. C'est ainsi également que le soja est entré dans la danse avec certaines filières. Et donc, au-delà, je crois que si on revient dans un passé récent, cette année, au niveau toujours du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, il y a certaines réformes qui ont également commencé au niveau de certaines filières, notamment la réforme au niveau de la structuration des acteurs. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été voulu par les acteurs, mais qui a aussi été accompagné par le ministère. On assiste quand même à des coopératives un peu plus consistantes, au lieu de dire des coopératives villageoises. Nous sommes aujourd'hui dans la dynamique des coopératives communales un peu plus grandes avec un capital social un peu plus élevé. Et je crois les dernières réformes en date, c'est les décrets que nous avons récemment, d'abord en instituant la transformation 100% de nos produits au niveau national. Je crois que cela a commencé par l'ANACAP, mais depuis le 12 octobre passé, il y avait un décret aussi lors d'un conseil de ministres qui stipule que d'ici 2024, il n'y aura plus d'exportation de soja. Ce que nous avons produit comme soja au niveau national sera transformé à 100%. Donc, si je peux me résumer, voilà en quelques lignes les réformes qui sont observées au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Monsieur Tidjani, en tant que partenaire clé qui accompagne les acteurs de la filière soja, quel est le point qu'on peut faire aujourd'hui de cette filière?
Oui, merci beaucoup, madame. Bonjour à tous. Et effectivement, au niveau des réformes, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont vu le jour, comme l'a dit mon prédécesseur. Nous pouvons aussi parler dans ces réformes des arrêtés que le ministère a pris et qui permettent de restructurer un peu les acteurs, de leur donner une certaine capacitation, si je peux me parler, je peux m'exprimer ainsi. C'est l'arrêté 136 notamment qui crée le registre des OPA. Et cet arrêté, en fait, visait à aider le ministère à avoir beaucoup plus d'informations sur les acteurs de, de la filière, en fait, des filières agricoles au niveau de nos départements et au niveau national. Donc, les statistiques, notamment, faisaient défaut et l'arrêté qui crée le risque digitalisé des OPA permet désormais qu'ils vous souviennent que la formalisation des OPA au départ se faisait selon chacun selon sa structuration, selon sa forme juridique, allait s'enregistrer ou s'immatriculer dans le ministère, au ministère qui est régi par la loi qui porte son statut juridique. Je donne l'exemple de ceux qui sont du statut associatif, qui vont au niveau du ministère de l'Intérieur, notamment dans les préfectures, et ceux qui avaient le statut coopératif, société coopérative, allaient dans les DDAEP, qui aussi a connu une mutation entre-temps parce que ce registre-là a été transféré au greffe des tribunaux par le décret de 2018 qui a été pris par le gouvernement. Donc tout ceci créait une instabilité donc, au niveau des données, au niveau du ministère. Il fallait avoir un registre désormais qui permettait au ministère d'avoir une centralisation des informations à la DLROPA. Le deuxième arrêté, qui est l'arrêté 137, parle de la gouvernance et de la représentativité des OP. Et cet arrêté amenait les OP donc, à travailler désormais, à avoir une bonne capacité de gestion de leur organisation et à bien se prendre en charge et à être aussi représentatif sur le terrain. Donc aujourd'hui, on peut se dire que, en résumé, on peut se dire que nous avons désormais des outils qui nous permettent d'accompagner nos acteurs à mieux se structurer et à se faire connaître par le gouvernement et à faire connaître leurs activités. Voilà ce que je peux ajouter brièvement. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, le soja fait partie de ces filières qui ont été touchées par les réformes. Alors dites-nous en tant qu'acteur de la filière, comment vivez-vous cette nouvelle orientation du gouvernement? DE, Biaou? Merci beaucoup, madame. Bonjour à tous et bonjour aux collègues qui sont ici. Je rappelle que je suis Fortuné Amos Biaou et je vais dire ancien directeur de l'Union nationale des producteurs de soja, UNPS, du Bénin. Et actuellement, j'assure pour le moment la même fonction donc, au niveau de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin, UNCPS Bénin, qui a été officiellement créé le 28 octobre 2022 passé. Et puisque c'est des réformes que nous parlons, je crois que c'est la suite du processus de mise en œuvre de ces réformes-là qui ont amené les acteurs de la filière soja à cette nouvelle organisation. Elle n'est pas, je dirais, aussi nouvelle parce que elle n'est que la mise en commun, la mise ensemble, la fusion, d'accord, de deux organisations qui ont longtemps travaillé donc à donner vie, à donner corps à cette filière-là. Il faut reconnaître que les acteurs de la filière soja ont eu le mérite, d'accord, d'être les premiers porteurs dans la mise en œuvre de cette réforme. Et le constat est clair, hein, le constat est que une filière qui commence par prendre de l'importance a besoin d'être mieux structurée, a besoin d'être mieux cadrée. L'État, le gouvernement, les différents ministères ont besoin de mieux comprendre un peu ça. Et même les acteurs ont besoin de jouir du fruit de leur labeur. Et aller de façon disparate n'arrange pas, surtout pour répondre aux exigences des arrêtés 136-137 dont a parlé le collègue Nafiou. On a été obligé
donc de revoir un peu en notre sein comment nous sommes, de nous mirer. Et au vu donc des expériences que nous avons vues ailleurs, on a compris qu'il fallait vraiment aller vers de nouvelles formes qui rendent un peu plus dynamique la filière et les acteurs. Du coup, depuis 2019, nous avons entamé le processus et nous nous sommes compris et le résultat, c'est ce que vous voyez là, c'est désormais qu'il n'y aura que cette seule organisation-là qui répondra désormais et qui représentera les acteurs du maillon production. Il faut le noter, les acteurs du maillon production, donc l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin, UNCPS Bénin. La même dynamique est en cours au niveau des autres maillons, donc la transformation et même les acteurs du maillon commercialisation, pour qu'ensemble on puisse également répondre à une autre exigence qui veut que désormais nous puissions discuter avec le gouvernement de la vie de la filière. Et pour le faire, vous savez, les lois, les tests disent désormais que nous devons nous faire représenter à un niveau un peu plus grand, donc le niveau interprofession. Et vous ne pouvez pas aller à l'interprofession sans que les familles d'acteurs se construisent. Et une des familles d'acteurs les plus importantes et, je dirais, prépondérant, prioritaire. Et donc, nous sommes en train de faire maintenant ce chemin-là. Et quand les nouvelles réformes également concernant la structuration de la commercialisation, concernant donc comment est-ce que désormais notre produit doit être valorisé, mon collègue Sisek de Savalou l'a dit, l'État tient à ce que nous puissions créer de la valeur à l'intérieur. Il ne sert à rien de continuer à exporter la matière première de façon brute. Et puisque des investisseurs ont accepté d'accompagner le Bénin, en venant investir, en implantant des usines, on ne peut pas implanter des usines à coût de milliards et après dire que nous n'avons pas la matière première. Et donc l'État, dans son rôle régalien, doit veiller à cela. Et je crois que c'est ça qui a amené ces différentes réformes-là. Nous, on s'en réjouit, même s'il y a beaucoup de choses encore à faire. Je vais revenir peut-être là-dessus. Certainement qu'il y a des questions qui auront rapport à ça. Oui, effectivement, je vais de ce fait demander l'avis au fait aussi du président qui est d'ailleurs avec nous, qui a été élu il y a quelques semaines. Comment vivez-vous ces nouvelles orientations? Merci, Madame la journaliste. Comme l'a dit le Sisek Savalo, au départ, le soja ne fait pas partie des filières prioritaires de l'État. Donc, si les gens commençaient pas à parler du soja, c'est à partir de 2016, à l'arrivée du gouvernement de la rupture. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous, acteurs du soja, les gens commençaient pas à nous regarder avec attention. Et vous n'êtes pas sans savoir que si aujourd'hui nous parlons du lancement de la commercialisation du soja, c'est à cause de ce gouvernement. Parce qu'au moment où ils étaient venus, vu l'effort des acteurs que nous sommes, et sans partenaires, sans appui technique de l'État, et le gouvernement de la République a compris qu'il faut encourager ces producteurs qui, sans appui d'un partenaire, a cru à la chose. Et nous ont doté un programme national de développement de la filière qui a pour ambition de produire 200 000 tonnes pour 5 ans. Mais la première année a montré que les 200 000 tonnes sont passées rapidement. Et c'est l'occasion aussi de remercier le DGATDA4 parce que c'est vrai, c'est nous qui devons aller les voir pour dire que ce n'est pas bon, il faut que nous nous mettions ensemble, mais qu'on n'a pas les moyens. Il a couru, il a allé voir. Effectivement, on va revenir sur le processus ayant conduit à cela et peut-être que vous l'avez déjà commencé, vous pouvez poursuivre. Non, en fait, tout s'est commencé pour dire que le DGATDA4 a trop contribué dans la naissance de cette nouvelle fêtière. Parce qu'au départ, sincèrement, nous-mêmes, on n'avait pas cru à la chose, c'est vrai, c'est nous-mêmes qui avons demandé. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ces gens de réforme, il a toujours des gens, des grincements dedans. Tantôt on dit c'est bien, tantôt on dit non, il ne faut plus aller. Mais comme le DG aussi a vu que c'était vraiment une bonne chose, il nous avait vraiment accompagnés. Et c'est l'occasion pour moi de lui dire merci. Donc, comme je l'avais dit à l'AG, c'est vrai, je vais encore répéter ici, cette réforme est venue vraiment régler beaucoup de choses. Sinon, si vous prenez l'UMPS au départ, nous avons vraiment des coopératives villageoises. Et du village, nous avons des unions communales et des unions départementales.
Mais si vous prenez le budget de l'UMPS, le budget tourne autour de 20 millions. Or, dans les tests fondamentaux de l'UMPS, les UDPS donnaient comme cotisation 200 000 francs. Donc, si vous faites 200 000 fois 9, ça fait seulement 1 800 000 à côté de 20 millions. Le reste, on aura ça où? Donc, c'est pourquoi nous, on a vu que cette réforme est vraiment importante, qu'il faut y aller. Le budget il faut parler du budget de fonctionnement. Donc, vraiment, de façon, bref, ce que je pourrais dire pour le moment. D'accord. Alors, on va revenir sur le processus avec vous. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce processus? Merci beaucoup, madame. Oui, le processus a démarré depuis 2019. Je vous ai dit, il y a les réformes qui sont là, mais il y a le déclic. Le déclic a été créé en fait quand nous avons eu une visite d'échange en Inde avec l'appui du partenaire ProSiva pour aller voir un peu comment est-ce que les organisations sont structurées là-bas. Et on a été émerveillés de voir l'implication des acteurs dans un certain nombre de choses, leur forme, leur niveau de structuration. Et quand nous sommes mirés, on a compris que effectivement, ce qui se passe déjà au Bénin, il faut aller dans ce sens-là et de façon rapide. Nous, acteurs, on a touché ces partenaires-là qui nous ont aidés à organiser un premier atelier. Un atelier qui a mis ensemble tous les acteurs, surtout le maillon production au début. Donc, il y avait les représentants de l'UNPS, les représentants de l'ABS, qui est l'association Bénin Soja, la structure sœur. Il y avait les partenaires, et quelques partenaires, il y avait les représentations de l'État. Donc, c'est là qu'on a réfléchi et qu'on a analysé et défini le modèle qui pourrait être vraiment novateur et profitable, disons, à la filière. Et après ça, nous avons porté l'information à la TDA et aux partenaires techniques et financiers et même aux structures techniques, aux structures déconcentrées de l'État qui ont, puisque c'est la volonté des acteurs, ils ont accepté. Après cette étape, maintenant, il y a eu plusieurs autres concertations, puisque c'est là que le challenge a démarré. Plusieurs autres concertations. Quand on va à cette forme de structuration, le président l'a dit tout à l'heure, il y a certains intérêts qui sont soit menacés, soit à laisser pour l'intérêt commun. Donc, je pense que c'est ce défi que nous avons réussi à relever. C'est le lieu vraiment de remercier les acteurs directs d'abord, donc les producteurs, notamment les présidents des deux institutions concernées, qui ont fait un travail formidable pour amener le producteur dans son village à comprendre que nous devons maintenant aller ensemble. Et après cela, nous nous sommes portés encore vers la TDA qui porte le lead avec l'appui des CISEC pour sensibiliser maintenant les acteurs à la base. Pour dire, voilà, vu l'élan que prend notre filière, il ne sert à rien d'aller de façon disparate, il ne sert à rien de garder l'ancienne forme. Voilà la proposition qui est sortie des leaders qui se sont rencontrés. Et les acteurs à la base ont accepté. Et nous avons fait maintenant les assemblées générales de restructuration au niveau commune. Donc, c'est pour ça, désormais, vous allez entendre parler des coopératives communales de producteurs de soja. Et les cellules communales ont été fortement impliquées et mises à contribution à nos côtés. On a fait cela, on a fait dans plus de 50 coopératives. Maintenant que ce niveau est terminé, il faut maintenant que la fêtière nationale soit mise en place. Et c'est ce que nous avons fait les 27 et 28 octobre passés, où effectivement, c'était inédit, hein, 50 représentants de communes étaient à cet AG-là. Il y avait du monde, il y avait le ministère, il y avait les partenaires. C'était une fête. Et à l'issue de cette assemblée générale qui a fait l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja, dont les coopératives communales de producteurs de soja sont désormais membres créateurs, d'accord? Ils sont 50 au total. On a porté sur les fonds baptismaux. Et vous allez voir que le conseil d'administration qui a été mis en place est un conseil d'administration fédérateur. Donc, il y a tous les acteurs qui sont représentés et le travail a commencé depuis ce moment-là de Fort Bell pour porter loin le flambeau de la filière. Je voudrais remercier les partenaires qui ont facilité le processus, hein, il faut le dire. Il y a eu une forte implication du ProSiva GIZ, il y a eu une forte implication du ProACPA GIZ qui a contribué à porter certains messages macro, donc au niveau politique. Il y a une forte implication du programme
ACMAD 2, approche communale pour le marché agricole. Il y a eu le projet PADEFIP, d'accord, de l'AFD et aussi ceux-là qui, de près ou de loin, ont facilité également le processus. En tant que partenaire partenaire au PESIV, je dirais, en tant que partenaire au PESIV ProSiva GIZ, quelle a été votre implication dans ce processus-là? En tant que partenaire, nous devons de prendre à bras le corps le souhait de nos partenaires et de les accompagner selon leur volonté sur les réformes et sur tout ce qui pourrait influencer ou aider à porter la filière soja dans l'échiquier national parmi les autres filières aussi à le porter loin. Notre implication a commencé déjà dès que le DGA TDA 4 nous a sollicité. Il a sollicité les partenaires pour dire voilà, la volonté des acteurs à mieux se restructurer et nous avons porté le financement de ces différents ateliers dont le DGA a parlé, je ne vais pas revenir sur ces détails. Nous avons financé un bon nombre d'ateliers et non seulement que nous avons financé les ateliers, nous avons participé techniquement à aider dans l'élaboration des documents, déjà le schéma de structuration, déjà dans la réflexion du schéma, on a adopté ensemble des schémas avec l'appui de la DLEOPA. Et après, nous sommes allés dans l'élaboration des tests fondamentaux. On a fait des ateliers qui nous ont permis, des séminaires qui nous ont permis d'élaborer des tests qui répondent réellement à leurs besoins, à leurs visions. Déjà au niveau communal, on a élaboré les avant-projets de tests, on a travaillé aussi à élaborer les tests de la fêtière, on les a fait adopter, et ainsi de suite. Et donc, tous ces documents techniques, tout ce qui a permis vraiment d'aller à ces résultats, nous avons contribué aussi bien financièrement que techniquement. Voilà. Au regard de l'environnement actuel, quels sont les défis de cette unique fêtière UNCPS qui est née? C'est ça que la question est. Merci madame. Je crois que nous allons partir d'abord des coopératives communales, excusez-moi. À ce niveau, nous avons deux défis majeurs. Un, c'est d'abord d'aller au journal officiel et deux, c'est de pouvoir s'enregistrer au registre des OPA. Les réformes, on va remarquer l'impact des réformes à partir de là. Si on vient dans une commune X, parce que le DE l'a dit tout à l'heure, plus de 50, ça veut dire que nous avons 50 communes. On doit quand même pouvoir avoir des sièges de ces coopératives communales une fois on arrive. Mais l'autre chose, ces réformes doivent quand même aussi contribuer à améliorer la production et à garder la production toujours croissante. Aujourd'hui, il y a les investissements qui sont là, des usines sont créées, ces usines doivent être alimentées. Et donc, la nouvelle fédération que nous avons au niveau de cette filière, et notamment au niveau du maillon production, doit quand même pouvoir assurer la matière première pour ces usines qui sont en construction actuellement. Alors, Déo, vous avez quelque chose à ajouter? L'UNCPS est une fêtière créée. Elle a besoin de se faire enregistrer. Et je suis déjà content du pas que posent déjà les élus parce que le 25 novembre, ils ont leur premier conseil d'administration. Et à ce conseil d'administration, nous allons définir ensemble un calendrier pour les prochains pas à suivre en adéquation avec les tests. Nous avons dit que le gouvernement a mis en place des réformes de représentativité et autres. Comment voulons-nous être représentatifs si nos bases ne sont pas vraiment ancrées et impliquées dans le processus de production? Donc, l'UNCPS a le défi de, je ne vais pas dire de contrôle, mais d'appropriation des niveaux de production au niveau de toutes les communes. Et par conséquent, maîtriser tout ce qui est lié aussi à la mise en marché. Parce que les réformes aussi ont touché la mise en marché. C'est ce que l'a dit, les interdictions, en tout cas d'exportation à partir de 2024, parce qu'on doit alimenter les usines. Déjà, la période transitoire où nous devons veiller à ce que notre production, notre soja ne sorte pas de façon frauduleuse par les frontières. Et aujourd'hui, la campagne a été lancée et le ministre est revenu là-dessus.
le Bénin veut mobiliser de la ressource, le Bénin veut dynamiser son économie locale et permettre à chaque ménage de vivre de son travail et en même temps au pays de faire son devoir envers donc, la population, n'est-ce pas? Donc, c'est un grand challenge. Et je crois que dès ce moment-là, nous allons travailler avec les structures recommandées pour jouer notre partition. Quant à la bonne commercialisation qui a été lancée, nous allons porter notre voix envers les autorités compétentes. Si entre-temps, nous constatons des ratés en tant que fêtière, nous allons beaucoup travailler avec les cellules communales, avec les directions départementales de l'industrie et du commerce pour cadrer et tout ça, et afin que tous les partenaires commerciaux sur place se sentent dans un dispositif vraiment sécurisé. Et du côté administratif, je pense que déjà dès début de l'année prochaine, avant la fin du premier trimestre, je passe sous le contrôle de l'autorité qui est là, nous allons veiller à mettre en place tous les documents, administratifs et financiers légaux pour l'institution, et la grande boussole qui sera donc le plan stratégique, je suppose, quinquennal, qui sera élaboré. Et vous comprenez que tout ça doit être arrimé donc, au programme au niveau du gouvernement, donc du PAG jusqu'au PNIASAN et au PSDSA. Donc voilà. Ok, je m'en voudrais de ne pas adresser la même question. Alors, quels sont les défis qui restent à relever? Merci madame. Comment faire pour donner toute la capacitation nécessaire, la formation, les innovations, la technologie aux producteurs afin qu'ils soient à même de produire un soja de bonne qualité? Comment faire pour faciliter le travail de production à travers la mécanisation? Et c'est ça, nous, nos défis. Et donc, diffuser ces informations, diffuser ces innovations aux producteurs constitue un challenge. Et nous pensons que les structures qui sont mises en place au niveau communal devront être capables de porter ces innovations-là et de mieux encadrer les producteurs pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. L'autre défi au niveau de la fêtière nationale, pour nous, c'est la représentativité. Il faudrait que nous ayons une structure, l'INCPS bien sûr, qui soit capable vraiment de représenter dignement les producteurs de soja où que ce soit, c'est-à-dire partout où besoin sera, tel qu'on a l'habitude de le dire. Et que l'INCPS soit capable de porter la voix des producteurs pour leur apporter le nécessaire qu'il faut afin que, à la base, ils ne souffrent de rien. Et je vous avoue que on était un peu mal en point quand on avait deux organisations qui se chamaillaient parce que tout ça, nous, en accompagnant tel, on ne sait pas si les autres producteurs qui sont de l'autre côté bénéficiaient réellement des facteurs de production, des formations. Mais aujourd'hui, on a une unique organisation qui répond des producteurs. Donc, on est sûr alors qu'en passant, en transférant les innovations, en faisant d'eux des incubateurs d'innovation, ils sont à même de donner aux producteurs ce qu'il faut pour la production. La même chose comme défi, ils l'ont déjà dit au niveau post-récolte, la commercialisation des produits, tout ce qu'il faut pour sécuriser le producteur, pour qu'il puisse gagner des fruits de son labeur. C'est ça nos défis au niveau de nos organisations en tant que partenaires techniques. Merci. D'accord. Président, pour vous, quels sont les défis à relever pour que cette filière soit une filière émergente, plus émergente? Merci, madame la journaliste. D'abord, je tiens à remercier tous les producteurs du soja du Bénin pour leur confiance placée à ma modeste personne et pour leur dire que la tâche est vraiment énorme. Et vous savez, aujourd'hui, l'agriculture n'est plus comme avant où nos parents disaient oui, je n'ai plus rien à faire, il faut aller au champ. C'est changé, c'est fini ça. Aujourd'hui, l'agriculture est devenue une entreprise. Et toute entreprise a besoin de moyens pour fonctionner. Donc, les défis qui sont là, c'est comment désormais faciliter l'accès au crédit aux producteurs. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus faire du champ sans avoir les moyens financiers. Donc, Dieu merci, j'étais président de l'UNPS, où nous avons développé une approche que nous appelons le CAIG. C'est vrai, ce n'est pas
dans toutes les communes, mais je crois à partir de 2023, nous allons essayer d'élargir dans toutes les communes qui permet aux producteurs de trouver des intrants de bonne qualité et à temps et trouver aussi de crédits de production. C'est vrai, vous savez, les SFD, leurs taux d'intérêt sont toujours un peu chers, mais nous sommes en parler avec le FNDA pour vraiment aider ces producteurs à avoir du crédit à un taux vraiment très très bas. Voilà. Ok, on l'aurait compris. Un mot de fin pour finir, je ne sais pas. Un mot de fin à l'endroit des producteurs, à l'endroit des autorités. Je vais commencer par Merci beaucoup, madame, et ce fut un plaisir pour moi d'être ici aux côtés du président, aux côtés de mon partenaire, l'un de nos partenaires, en tout cas, prépondérants, et aussi aux côtés du CSEC de Savalou, avec qui nous faisons un travail formidable dans la commune de Savalou. C'est le lieu déjà pour moi de remercier d'abord tous les CSEC, les chefs cellules communales. Et notre principe dans notre organisation, c'est vraiment de travailler pour que cette représentation de l'État au niveau des communes puisse porter nos résultats, confirmer ce que nous faisons. Et je crois que nous essayons de faire ça et nous vous promettons de continuer ainsi dans la collaboration afin qu'elle soit profitable à tous. Je voudrais remercier aussi tous les partenaires, même ceux qui viennent. Parce que c'est le moment vraiment de venir investir dans la filière sans problème. Et voilà, donc la porte est grandement ouverte. Les défis pour la filière sont énormes. Et il y a à faire, les défis de la mécanisation. Il y a du travail là. Et Dieu même sait que nous avons des idées, de bonnes idées. Nous avons des innovations que nous portons déjà et qui peuvent être vraiment accompagnées. Je m'empêcherai de citer les partenaires, je l'ai fait pour certains au début, mais vraiment un sincère merci à tous ceux-là qui ont cru. Et je voudrais aussi vous remercier, vous qui êtes aussi nos partenaires, qui portez l'information auprès des autorités, auprès du monde agricole et même au-delà. Je ne voudrais pas finir sans remercier aussi mes élus à divers niveaux qui nous font confiance du côté technique et qui nous accompagnent dans la réalisation de notre tâche, et finir par remercier aussi le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, que j'appelle affectueusement grand agriculteur, parce qu'il faut être connaisseur, il faut maîtriser le domaine pour pouvoir être aux côtés de nos parents producteurs. C'est un monsieur qui fait beaucoup de choses pour l'agriculture et bien évidemment avec la volonté affichée du chef de l'État, le président Patrice Talon, à qui nous promettons vraiment de faire de cette filière-là un levier de développement. Et nous n'allons pas y arriver sans un certain nombre de cadrages au niveau macro, ce qu'ils ont commencé déjà, et c'est le lieu de leur demander de nous accompagner en tant qu'organisation désormais représentant les acteurs. C'est le lieu de nous porter, c'est le lieu de nous écouter afin que nous puissions apporter le nécessaire à cette filière-là pour le bonheur des ménages ruraux, des producteurs et productrices et bien sûr de l'économie nationale. C'est le lieu pour moi également de dire un grand merci d'abord au chef de l'État pour cette prévoyance. Il a, en mettant un accent sur le développement de la filière soja, c'est le lieu pour moi également de remercier le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour tout ce qu'il fait pour la promotion des filières. Et permettez-moi également de dire un grand merci également à mon DG, mon directeur général, pour tout ce qu'il fait pour la promotion des 3 filières prioritaires du pôle 4, notamment l'anacarde, le manioc et le soja. Je crois que je dois également remercier les autorités au niveau de la filière soja pour tout ce qu'ils font pour le développement de cette filière. Et en dernier ressort, je remercie les PTF, mais je tiens quand même à les inviter à nous accompagner. Pas en mettant les agents à la disposition des cellules communales, mais en passant déjà par l'organisation, mais nous disposons d'un réseau de conseillers agricoles sur le terrain et qui font un travail formidable. Tout à l'heure, le DE l'a dit, et je crois que nous allons renforcer davantage la collaboration qu'il y avait entre l'UNPS et les cellules communales. Et maintenant, nous allons quand même travailler pour que nos producteurs puissent bénéficier des efforts de leur travail sur le terrain. Merci madame.
Coordonnateur, vous avez la parole. Merci à vous, le rural. Merci à l'UNCPS. Merci au CSEC, ici pour les échanges fructueux que nous avons eus autour de ce plateau. Et nous, ProSiva, nous sommes en train de finir. Nous amorçons la dernière année de notre intervention aux côtés de nos acteurs. Notre souci, c'est comment on lègue l'héritage, comment on assure la durabilité de nos actions, comment on capitalise tout ce que ProSiva a fait durant toutes ces années-là. Et je veux compter sur l'UNCPS qui est né au niveau de la filière soja pour capitaliser réellement tout ce qui est fait et jouer réellement son rôle d'incubateur d'innovation, comme on l'a dénommé dès le début du projet. Et compter sur les CSEC, les cellules communales, pour implémenter toutes ces innovations et continuer par les mettre en œuvre pour que ça ne soit pas le projet est fini, ces innovations sont tombées à l'eau et puis on va recommencer encore à zéro. Et je voudrais compter sur la TDA, le DG du pôle 4, qui ne ménage véritablement pas d'efforts pour travailler à ce que tout ce qui a été développé soit vraiment porté par son agence. Et je crois que dans ce sens, nous pouvons sortir le cœur tranquille et nous invitons d'autres partenaires qui pourront s'intéresser à l'une ou l'autre des innovations que nous avons développées, avec qui on peut collaborer pour transférer, remettre encore la pendule à l'heure pour qu'ils puissent continuer, ceux-là qui ont encore le financement et qui ont encore la chance d'être là avec nous, qu'on puisse continuer aux côtés des acteurs par développer ces innovations-là. Ce serait vraiment un plaisir pour nous et que tous les acteurs qui sont intéressés à porter quoi que ce soit dans la durabilité sont les bienvenus aux côtés de ProSiva pour la dernière année pour qu'on puisse faire, c'est une phase de consolidation de nos acquis. Nous allons remercier le gouvernement et notamment la DLRPA pour vraiment la collaboration durant toutes ces années. Cette direction est restée à nos côtés puisque nous avons porté notre stratégie sur les OP et donc il fallait vraiment renforcer et organiser ces OP. La DLRPA est restée là, jouer son rôle et nous voulons compter sur elle pour continuer par faire le suivi de tout ce qui est fait jusqu'à maintenant, continuer par faire le renforcement des capacités en termes d'organisation et de structuration des acteurs et continuer par les évaluer en permanence pour leur permettre de partir d'échelle en échelle pour atteindre l'OP d'excellence qui est notre objectif final en termes de structuration des OP. Merci beaucoup. Merci Madame la journaliste. D'abord, je remercie tous les producteurs et pour leur dire que c'est maintenant le plus dur commence. C'est vrai, je suis président, j'ai une équipe, mais on a toujours besoin de leurs conseils. Parce que sans leurs conseils, nous, en tant que bureau au niveau national, on ne peut pas grand-chose. Donc, je leur dis vraiment de ne pas nous laisser et que nous sommes toujours ouverts à leurs suggestions et aux conseils. Et c'est le moment pour moi de remercier ProSiva de la GIZ. Parce que ProSiva, vraiment, ProSiva nous a beaucoup aidé dans le processus. D'abord aidé l'UMPS, qui aujourd'hui est allé en fusion avec l'ABS et est devenu l'UNCPS aujourd'hui. ProSiva a beaucoup fait pour nous. Et je remercie le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche. C'est maintenant le plus de comment on a toujours besoin de ces conseils. Et aussi le ministre du Commerce, parce que si vous produisez, vous ne vendez pas. C'est que la filière est morte. Ça, c'est clair. Donc, une fois encore, merci au ministre du Commerce. Et surtout à l'ATDA. Je vais parler surtout du DG de l'ATDA 4, qui, au cours du processus, a beaucoup entendu de nous, les acteurs. Et seulement pour moi aussi de remercier tous les CSEC. Sans vous mentir, de 50 producteurs, nous sommes allés à 1000 producteurs. Donc la réforme, vraiment, c'est très bonne arrivée. Et je dis merci à tout le monde. Et merci à Rural aussi, mon partenaire de tous les jours. Et je vous dis merci. Merci à tous d'avoir suivi avec attention cette émission. Et bien sûr, nous étions avec les acteurs de la filière soja qui ont pris le soin de parler autour des réformes qui ont été entreprises dans cette filière. Sur ce plateau, j'ai reçu pour vous Nafiou Tidjani, coordonnateur ProSiva de la GIZ, également avec Gongo Tchambé, Sylvestre, le CSEC de Savalou,
Également avec Fortuné Amonsoubiaou de l'UNPS. Et pour finir, c'était avec Steve Adjaman, président de l'UNCPS. Merci à tous de nous avoir suivis.